nous savons que nous sommes chez nous, quand nous appartenons à une population constitutive d'un État situé à l'intérieur de frontières géographiques clairement tracées. Territoire, population, État, tel est le ternaire constitutif de cette notion de membre d'une nation. Et c'est précisément donc sur la condition d'étranger à l'intérieur des frontières d'un État dont il n'est pas membre, c'est-à-dire dont il n'est pas un ressortissant, que doit se concentrer la réflexion. Le paradoxe qu'il convient d'interroger se présente à mes yeux de la façon suivante. Si, d'un côté, chaque population liée à un État et à un territoire définit ses ressortissants par différenciation avec les étrangers, d'un autre côté, chaque membre de la famille humaine peut se considérer comme chez lui, sur la Terre. En ce dernier sens, nul n'est un étranger sur la planète, sinon les hypothétiques martiens. Et puisque la Terre ne se présente pas comme un ensemble étatique unifié, tant mieux d'ailleurs, mais comme un éclatement en communautés d'appartenances différentes, on peut être à la fois l'étranger d'une communauté historique déterminée, mais non étranger à l'humanité. Plus précisément, si chaque homme est membre, par exemple, d'un État-nation, voire de 2 ou de 3, et donc étranger à tous les autres, n'étant pas étranger à la Terre, quel est son statut quand il vit sur les territoires occupés par une communauté dont il n'est pas membre? C'est ici que l'on va retrouver la xénia des Grecs, le contrat d'hospitalité par lequel tout homme qui n'est pas d'ici est pourtant chez lui, partout sur la Terre. Qui dit hospitalité dit à la fois accueillant et accueilli, comme l'indique le double sens du mot hôte. Et même avant d'être un étranger, le xénos, dans la langue grecque, est un hôte. Et c'est un fait lexical absolument remarquable que le même terme serve à désigner l'accueillant et l'accueilli. Selon Benveniste, avant même d'être un étranger, un xénos, celui qui vient d'ailleurs est un hôte, un accueilli, celui auquel on accorde l'hospitalité, ce qui a pour contrepartie que le ressortissant d'un territoire est d'abord un hôte, un accueillant, avant d'être le membre d'une population géographiquement déterminée. Ce n'est pas là une affaire de bons sentiments, mais une simple évidence juridico-politique. Pour parler le langage de Kant, qui a théorisé la condition d'étranger dans le projet de paix perpétuelle, c'est une question de droit, et plus précisément de droit cosmopolitique et non de philanthropie. La philanthropie, définie par Kant comme le doux sentiment de la bienfaisance, n'est pas écarté, bien sûr, mais doit s'appuyer d'abord sur le respect des droits et des droits de l'homme. Pour penser la paix par le droit et par les droits de l'homme, Kant distingue les manières dont les hommes entrent en rapport les uns avec les autres selon les 3 figures du droit public, le droit politique interne qui traite des relations entre États et citoyens, le droit international règle les rapports interétatiques, et enfin celui qui nous intéresse maintenant, le droit cosmopolite, considère chaque homme comme citoyen d'une communauté universelle. Kant borne ce droit planétaire aux conditions de ce qu'il nomme l'hospitalité universelle. Je le cite. Alors, Kant, c'est toujours un petit peu dense, mais on va l'expliciter ensuite. Hospitalité signifie donc ici le droit qu'à l'étranger, il y a une dizaine de lignes, à son arrivée dans le territoire d'autrui, de ne pas y être traité en ennemi. On ne peut pas le recevoir si cela n'entraîne pas sa ruine, mais on ne doit pas se montrer hostile envers lui aussi longtemps qu'il se tient paisiblement à sa place. L'étranger ne peut invoquer un droit d'accueil, car on exigerait un contrat particulier de bienfaisance qui ferait de lui, pour quelque temps, un habitant de la maison. Mais un droit de visite, le droit qu'a tout homme de se proposer comme membre de la société en vertu du droit de commune possession de la surface de la terre sur laquelle, en tant que sphériques, ils ne peuvent se disperser à l'infini. Il faut donc qu'ils se supportent les uns à côté des autres, personne n'ayant originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu'à un autre. Reprenons tout cela. Le premier droit de l'étranger, selon ce que pourrait nommer la xénie kantienne, est donc de ne pas être traité en ennemi. La paire étranger-membre, dont je suis parti, n'est pas la paire ennemi-ami, qui, elle, fonctionne dans le cadre de la problématique de la guerre et de la paix. L'ennemi est le plus souvent extérieur, celui qui, indirectement et provisoirement, on peut l'espérer, cimente la nation dont on est membre. Mais si l'ennemi est intérieur,
comme dans le cas d'une guerre civile. C'est que la nation s'est disloquée, du dedans, au point de désigner une partie d'elle-même sous la figure du dehors. Alors on s'achemine soit vers une partition, et alors l'ennemi d'aujourd'hui héritera du statut finalement plus enviable d'étranger, appartenant à une autre nation, peut-être ce qui s'est passé au Soudan récemment, soit vers une victoire de l'une des deux parties en présence, et le vaincu perdra alors son statut d'ennemi, mais en étant contraint à devenir membre d'une communauté à laquelle il ne voulait plus adhérer, du moins sous la forme politique qu'il combattait, qu'il récusait. L'hostilité à l'égard d'un hôte est interdite tant que celui-ci, on l'a lu tout à l'heure, ne se comporte pas en ennemi. Kant rappelle donc, malgré ce que suggère l'étymologie en faisant dériver d'une même souche hospitalité et hostilité, la barrière qui sépare ces deux attitudes. Le premier devoir d'hospitalité consiste à ne pas accueillir de façon inamicale quiconque se tient paisiblement à sa place. Deuxième remarque, Kant parle d'un droit de visite, qu'il ne confond pas avec un droit d'accueil, c'est-à-dire en gros de résidence permanente. D'où vient ce droit de visite exprimé par le concept d'hospitalité universelle? Il procède, je le cite, du droit de commune possession de la surface de la terre. C'est en raison des limites de la surface terrestre, la finitude en quelque sorte, partageable en droit par tous les hommes, que chacun, dès lors qu'il arrive, avec des intentions pacifiques, répétons-le, en n'importe quel endroit du globe, peut proposer sa compagnie à la société. Le concept de possession originaire du sol n'est donc pas aboli par l'appropriation légale des différentes souverainetés nationales.